CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'électrosmog et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Marc-François Paya. Bonjour docteur. Bonjour Gilles. Alors, vous êtes médecin diplômé en acupuncture, homéopathie, ostéopathie et auriculomédecine, titulaire de la capacité nationale d'évaluation et traitement de la douleur, master en évaluation du dommage corporel et des invalidités au travail, master en médecine environnementale. Vous êtes ancien directeur de département universitaire à la faculté de médecine de Paris-Nord, expert judiciaire depuis 2000, membre de la New York Academy of Sciences depuis 1994, membre de l'Académie internationale de médecine environnementale et vous formez un peu partout dans le monde. Cher docteur, est-ce que j'ai bien synthétisé votre CV ? Voilà, donc la curiosité qui veut comprendre. Absolument. Donc, qu'est-ce qui vous a emmené à l'électrosmog ? Et le thème de cette émission étant l'électrosmog, est-ce que vous pouvez nous le définir, s'il vous plaît ? L'électrosmog, c'est l'apparition d'un brouillard électromagnétique qui n'existait pas, qui a commencé en fait dans les villes en 1860, puisque à New York, c'est là qu'a été décrit à cause de l'irradiation des lignes télégraphiques le premier cas d'anxiété. Il n'y avait pas d'anxiété décrite cliniquement avant 1864, donc publié dans ce qui est devenu le New England Journal of Medicine aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire la revue de référence de l'époque. Et donc, au fur et à mesure de l'utilisation de lignes électriques, de lignes à haute tension, d'appareils électroniques, on a eu une augmentation qui est devenue complètement explosive à partir du moment où on a commencé à utiliser des appareils de communication sans fil, en particulier les téléphones. Et j'ai vu qu'effectivement la grippe influenza apparue aux alentours de 1889, en tout cas beaucoup plus documentée à partir de cette époque-là, était également en lien au moment où le courant alternatif est apparu dans les villes. Oui, absolument. Absolument. Et aujourd'hui, grâce à d'éminents chercheurs qui ont secoué le monde scientifique comme le professeur Pal, on a les explications de base qui expliquent pourquoi. En particulier, les blocages du calcium à l'intérieur des cellules qui entraînent tout un tas de conséquences cliniques. Et quand on dit ça, les médecins disent « Ah, ça, je connais. » Voilà. Oui, mais ils connaissent le calcium, mais pas forcément pourquoi il est bloqué dans les cellules, c'est ce que vous voulez dire ? Ah, c'est ça le problème, oui. Donc, de quelle manière cet électrosmog, donc cette pollution électromagnétique autour de nous, qui est issue du courant électrique, des appareils Wi-Fi, j'imagine, du téléphone portable, de quelle manière affecte-t-elle la population dans la vie de tous les jours ? Il y a un tas de troubles qui sont là. On a en particulier une des premières choses qui se manifestent, ce sont les troubles du sommeil. D'accord. Parce qu'on sait qu'il y a une chute de la mélatonine entre 30 et 10% de sa valeur normale. Tout le monde connaît la mélatonine en tant que hormone du sommeil, mais la mélatonine, 5% sécrétée dans le cerveau, 95% en périphérie dans les mitochondries. Donc c'est un signe de souffrance mitochondriale et on a donc tout ce qui en découle, fatigue, épuisement musculaire, etc. La deuxième chose que nous avons démontré à Como Système en faisant nos recherches, c'est qu'il y avait une chute de la CTH et du cortisol. Et la chute de le cortisol, c'est un épuisement des glandes. Oui, surrénale, mais la chute normalement, quand le cortisol chute, la CTH, qui est l'hormone de contrôle à partir du cerveau, devrait augmenter, et dans ce cas-là, elle est complètement effondrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récupération possible. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, sur la mélatonine avant de passer un peu plus loin ? Parce que, en dehors du sommeil, effectivement, vous avez évoqué qu'elle est produite dans l'ensemble des cellules du corps, ce qui est certainement nouveau pour certaines personnes qui écoutent cette émission. Et quelle serait en fait l'influence majeure de cette mélatonine dans le corps, dans son ensemble, s'il vous plaît ? Elle est antioxydante, anti-inflammatoire et antitumorale. Et voilà. Bon, il y a 200 fonctions, mais ce sont les principales. C'est ça. Donc la baisse de cette mélatonine est peut-être le point de départ de beaucoup de maladies métaboliques finalement. Oui. Et y compris des cancers.
Oui, oui, puisqu'il y a de toute façon, on a déjà une désynchronisation complète des cycles hormonaux, hein, puisque D'accord. c'est l'hormone qui régule tous les cycles. Donc vous étiez Voilà. en train de nous décrire la mélatonine, le cortisol, et puis quoi d'autre, cher professeur? L'ACTH, qui est l'hormone de contrôle du cortisol, qui est effondrée. Mhm. Ensuite, on a un effondrement de l'immunité et cellulaire avec une chute des monocytes et circulante avec une chute des immunoglobulines, Mhm. qui fait que on est beaucoup moins résistant aux infections. On a des troubles de l'ADN. Et les troubles de l'ADN, c'est apparition de micronucléis, c'est-à-dire de micronoyaux, qui est le prélude, là aussi, à des pathologies tumorales. Il faut quand même savoir que à 2 reprises, le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, qui dépend de l'OMS, a signalé l'origine de certaines tumeurs cérébrales comme étant dues au champ électromagnétique et a donc classé ces rayonnements comme 2B, tumorigénicité probable. D'accord. Voilà. Donc quelles sont les influences en dehors évidemment de notre quotidien dans le monde du travail, puisque le monde du travail, quelque part aujourd'hui, par toutes les technologies qui nous entourent, nous surexpose à l'électrosmog. Oui, bien sûr. Au niveau du monde du travail, on a une exposition qui est continue. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend la plupart des boulots, c'est un téléphone et un écran aujourd'hui. C'est ça. Et donc là, on est quand même en face de champs électromagnétiques artificiels qui n'ont rien de comparable aux champs électromagnétiques naturels, puisque les champs électromagnétiques naturels sont cohérents, mais se dispersent dans tous les plans, tandis que les champs électromagnétiques artificiels sont cohérents et polarisés. Et vous avez des grands chercheurs comme Carlo Panagopoulos, Pal, qui ont tous insisté là-dessus. C'est la nature même de ces champs qui crée leur agressivité. Moi, j'ai une image pour comparer les champs électromagnétiques naturels. Je les compare à la bonne pluie qui alimente la terre pour que tout le cycle de la végétation se produise. Et les champs électromagnétiques artificiels, c'est comme un orage de grêle de grelons de différentes tailles qui massacrent tous. On a déjà assez vu d'images à la télé pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est en lien avec le spectre électromagnétique? Non, c'est lié, il y a plusieurs types entre les premiers GSM et la 5G aujourd'hui, ça a évolué. En fait, jusqu'à la 5G, on pouvait comparer ce qui se passait, une fréquence de micro-ondes qui est la porteuse, qu'on pouvait comparer au fil de cuivre qui arrivait chez vous sur votre téléphone filaire, et des fréquences de modulation. Ces fréquences de modulation correspondant un petit peu au chiffrage qui passait sur la ligne pour vous appeler soit vous, soit votre voisin de l'appartement d'en face. D'accord. Voilà. Donc, le problème, c'est que ces fréquences de modulation, par exemple, utilisaient des fréquences qui correspondent à celles de la vie. La principale, qui était ensuite divisée en fonction des différents industriels, c'était le 217 Hz. Et le 217 Hz, j'avais fait une conférence à Toulouse, il y avait une grosse agitation dans la salle. En fait, il y avait eu des journées d'apithérapie juste avant, et il y a deux gars qui viennent me voir, qui me disent « Mais vous savez ce que vous avez dit ?» Je dis « Bah non. » Et puis je lui dis, vous avez expliqué en partie la mortalité des abeilles. J'ai dit pourquoi? Il me dit 217 Hz, c'est la fréquence avec laquelle les abeilles se retrouvent la ruche. Merci pour ces explications, docteur Paya. Pour l'instant, je vous propose de retrouver la chronique du docteur Jean-Christophe Charrier, expert en phytothérapie clinique. Docteur Jean-Christophe Charrier, bonjour. Bonjour Gilles Goncalves, bonjour à tous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire la guerre aux boutons. Ça me rappelle un film. C'est une vieille époque, ça. La guerre aux boutons, on va la faire grâce à 2 plantes qui vont être la bardane et la pensée sauvage. Ah, les noms latins pour la bardane. Voilà, l'Arctium lapa. Magnifique. Voilà, qui est une plante qui va soutenir beaucoup le pancréas, qui va calibrer toute notre digestibilité et qui va avoir une action très majeure de drainage global de l'organisme, et en particulier de la peau.
Voilà. Et c'est une plante qui va avoir des activités antibactériennes, donc qui va nous aider à lutter contre tous ces boutons pas très reluisants qu'on a avec cette acné inflammatoire, avec les gros boutons blancs. Et ça peut être aussi les furoncles ou les anthrax ou n'importe quelle plaie d'ailleurs qu'on peut avoir au niveau de la peau. D'accord. Donc c'est une plante intéressante parce que si on utilise la feuille, Ouais. en particulier, on va réguler tout le système glycémique. Et on va avoir une activité hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'on va permettre de faire baisser l'insuline et lutter contre le prédiabète. Ouais, ce qui est quand même fondamental, c'est vrai qu'on en parle très souvent dans nos émissions, le fléau du sucre. Voilà, qui est majeur. Donc c'est vraiment une des plantes qui nous aide beaucoup avec la cannelle, par exemple, pour lutter sur ces terrains prédiabétiques. Et puis, elle a son activité globalement antibactérienne qui s'est amoindrie du fait des antibiorésistances. Oui. Mais elle était quand même utilisée beaucoup pour les staphylocoques, les streptocoques, la gonocoque et aussi le pneumocoque. Donc c'est vraiment une plante anti-infectieuse large et majeure et qui n'a pas que des propriétés directement anti-infectieuses, mais son action sur le métabolisme nous permet de mieux lutter contre ces infections, donc elle est toujours d'actualité. Et comment est-ce qu'on la prend, cette plante ? Voilà, on va la prendre en tisane, on va la prendre en teinture mère, on va la prendre en extrait fluide. Voilà, c'est les principales formes. Et puis on va lui associer la pensée sauvage. Alors son petit nom latin ? Un viola tricolore. C'est magnifique. Voilà. Donc c'est une sauvageonne qui vient nous aider et qui va non pas agir sur nos pensées mais sur notre peau aussi. C'est une plante qui est puissamment anti-allergique, anti-histaminique, de drainage cutané et qui fait donc un très très bon couple avec la bardane pour amplifier l'effet sur la peau. Donc on a une plante avec la bardane qui va être vraiment une plante de terrain et avec la pensée sauvage, une plante plutôt symptomatique, anti-histamique, anti-allergique et de drainage cutané qui vient renforcer l'action de cette bardane. Et cette dernière plante, on la prend sous quelle forme ? Alors on peut la prendre sous forme de tisane, ce sont les fleurs qu'on va utiliser. Et puis on peut la trouver également en teinture mère ou extrait fluide. Magnifique, merci docteur Jean-Christophe Charrier. On vous retrouve évidemment tous les dimanches sur Sud Radio et sur votre site institut-endobiogénie.fr. Merci à vous. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Paya qui nous expliquait l'électrosmog, donc toutes ces pollutions électromagnétiques autour de nous qui influencent notre santé. Nous en étions au monde du travail. Voilà. Le monde du travail aujourd'hui, c'est l'exposition en permanence pour beaucoup de travailleurs à un écran de smartphone et un écran de PC. Et donc à partir de là, on a une irradiation permanente pendant le temps de travail qui entraîne tout un tas d'effets. Et quand on a vu ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes sur la chute du cortisol, de la CTH, de la mélatonine, etc. On intègre ça dans le domaine du burn-out, qui aujourd'hui c'est 2,5 millions de travailleurs arrêtés, dont 15%, c'est-à-dire 325 000, ne pourront pas reprendre le travail, jamais. Donc c'est quelque chose de très lourd. Dans ces mécanismes, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que cet électrosmog, à travers les fréquences artificielles, interfère sur nos cellules, sur nos neurones. Oui. C'est ce qui est intéressant de comprendre. Sur toutes nos cellules et bloque le calcium à l'intérieur des cellules, ce qui entraîne tout un tas de pathologies. Hypertension, problèmes cardiovasculaires, problèmes de mémoire, problèmes de cancer. Donc c'est amplement documenté aujourd'hui. Et on a une exposition alors qu'il peut y avoir une protection justement contre ça. Voilà. Donc, il y a une directive européenne qui date des années 90, c'est la directive 90-270 qui a été transposée. Mais elle tient pas compte elle tient compte de l'ergonomie, du type d'écran, de la protection de l'écran, mais on ne tient pas compte de l'exposition en permanence, considérant que l'exposition n'est pas nocive parce qu'il n'y a pas d'effet thermique. Or, ce sont pas les effets thermiques qui comptent, ce sont toutes les autres interférences de ces fréquences avec les fréquences qui sont notre mode de fonctionnement interne, qui crée une cohérence de l'organisme, et c'est ce qui est détruit. D'accord, donc le monde du travail, on l'a évoqué, on voit qu'effectivement tous les appareils qui sont autour de nous interfèrent sur notre système électrique. J'aimerais aussi qu'on parle des enfants,
de l'atteinte justement aujourd'hui des plus jeunes d'entre nous à travers tous les appareils qu'on utilise, les tablettes, smartphones, télévisions et autres. Quel est votre point de vue sur ce sujet ? Mon point de vue, chez moi, il n'y a jamais eu... chez moi, il n'y a jamais eu de jeux vidéo, de trucs comme ça. C'est toujours tombé en panne. Ouais. Donc, voilà. Donc, vivre dans un environnement protégé, mais déjà ne pas ne pas offrir à un enfant une source de problème. Alors déjà, parlant des enfants, il faut parler avant la conception. La dernière fois que j'ai été voir, il y avait 124 études qui montraient que l'irradiation par un téléphone portable, l'écran d'un téléphone portable, s'entraînait une chute manifeste des spermatozoïdes. Or, on sait qu'aujourd'hui, le sperme d'un homme de 20 ans est équivalent à celui d'un homme de 50 ans en 2000. C'est quand même catastrophique. D'où les problèmes d'infertilité, c'est ça ? Ouais, la fertilité est complètement en chute libre. Le deuxième élément, c'est l'atteinte au niveau des ovaires et de la réserve ovarienne. Il y a moins d'études, j'en connais 6, donc aussi bien du côté de l'homme que de la femme, on a des problèmes pour concevoir des enfants, et on se retrouve avec une prolifération de centres de procréation assistée, avec des problèmes qui sont aussi derrière, c'est qu'il y a plus d'enfants autistes nés par procréation assistée que normalement. Voilà, ça c'est un deuxième problème dont on pourra un jour parler parce que je connais bien. Il faudra qu'on fasse une émission sur ce sujet parce que vous êtes en train de faire le lien entre l'électrosmog, donc l'électropollution, le développement du fœtus et l'autisme. Et ce que j'ai présenté à Madrid, c'était la convergence que je démontrais en fait, le préalable de la contamination électromagnétique à la contamination chimique ou par particules, dans ce sens que on a une atteinte de la barrière hémato-encéphalique qui perd son rôle de filtre sélectif et on a tout un tas de cochonneries qui rentrent dans le cerveau. Donc on sait aujourd'hui qu'on a tous dans le cerveau en nanoparticules de plastique l'équivalent d'une carte de crédit. D'accord, donc on a parlé des risques de grossesse, des risques donc liés au fœtus. Voilà, ensuite, durant la grossesse, le premier signal d'alarme avait été en 1992, la revue Macworld qui avait signalé l'augmentation du nombre d'avortements spontanés chez les travailleuses postées face à un écran de visualisation. Et donc là, on a eu 2 études et la troisième qui vient de se terminer. 98, Bastide, qui était l'expert de toxicologie du ministère de la Santé en France. 2003, Grigoriev, qui a refait l'étude en 2017. Grigoriev, c'était le monsieur protection électromagnétique des vols spatiaux de l'ex-Union soviétique. Et quand il est décédé il y a une paire d'années, il était depuis plus de 15 ans le monsieur protection électromagnétique à l'OMS. Donc c'est quand même une référence mondiale et il a fait les études pour nous. Donc sur des œufs de poulet qui sont un modèle facile à observer et très sensible, 15 à 20% de morts chez les témoins spontanés. C'est en gros ce que trouvent les éleveurs. Exposés à des écrans ou à des téléphones, 60%. Exposés et protégés par notre technologie CMO, 23%. Donc on se rapproche... et exposé et protégé par une maille anti-radiofréquence, 77%. On augmente la mortalité. Donc c'était la preuve que les basses fréquences interféraient plus que les radiofréquences sur la mortalité embryonnaire. Si on continue sur cet exposé de l'atteinte de l'embryon par l'électrosmog, une fois qu'évidemment le petit est là, est venu au monde, est-ce que vous pouvez constater par exemple des handicaps, des retards de parole, des retards de développement ? Oui, bien sûr. Donc, alors après la naissance, l'exposition précoce, il y a un syndrome qui a été appelé par le CNRS, donc référence française, le syndrome d'exposition précoce et excessive aux écrans. Donc, moi, j'ai eu le petit-fils d'un de mes meilleurs amis en Espagne que j'ai pris en charge. Donc, la mère a été enceinte, grossesse à risque, 3e gosse. Elle a passé sa grossesse avec un iPad sur le ventre. Et le gamin, son père n'avait de cesse, quand il arrivait, de lui filer son téléphone comme une récompense.
Conclusion, retard de parole et de développement, troubles de coordination, troubles de mémorisation à moyen et à long terme. C'est-à-dire que ce gamin qui avait l'âge de ma petite fille, avant que je commence à m'en occuper, mes petites filles, on leur donnait des puzzles, ça, à 2 ans et demi, c'était fait. Là, je lui ai donné un puzzle de 2 ans, il alignait les pièces comme des wagons, les unes derrière les autres. Donc, aujourd'hui, ça va, il était scolarisé normalement. Donc, ce qu'on a trouvé aussi, c'est le professeur Mike Nigel de l'université de Sunshine Coast en Australie. Et ça, c'est quand même affolant. Des lésions de la substance blanche cérébrale en IRM chez des enfants d'âge préscolaire 3 à 5 ans après seulement 2 heures d'exposition quotidienne aux écrans. C'est dingue. Les lésions de la substance blanche, ça, c'est les troubles de la communication. C'est le câblage du cerveau. Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on trouve chez toutes les maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, Alzheimer, etc. Donc, on trouve ça dans le vieillissement cérébral. Donc, je pense que les enfants ont assez de ressources en cellules souches pour réparer ça. Mais c'est quand même affolant d'aller gaspiller pour une pollution, ce qui nous permet de vivre longtemps. Absolument. Si on revient sur le cas des mamans qui, pour s'occuper, regardent leur iPad et l'ont sur le ventre, en définitive, est-ce que la proximité de l'appareil joue? Est-ce que le fait qu'il y ait un contact est pire que s'il est posé à 50 cm, 1 mètre? Oui, bien sûr, puisque l'irradiation est plus forte. Mais donc là aussi, il faut bien voir que chez une maman qui est enceinte, on a un volume d'eau qui est le liquide amniotique autour de l'enfant et qui lui transmet tout. Je voulais vous amener vers ça d'ailleurs. Même à une certaine distance, c'est dangereux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre l'eau et les fréquences électromagnétiques? C'est-à-dire que déjà un des problèmes avec lequel on s'est trouvé confronté et qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi on a choisi la fréquence du micro-ondes qui sert à chauffer les éléments comme porteuse ou un harmonique. C'est déjà pourquoi. Donc aujourd'hui, on est sur des fréquences qui sont au double ou au triple, mais on est sur des harmoniques de ce 2,45 GHz. Voilà. Donc ça, c'est un problème. La deuxième chose, ensuite, ce qu'on a trouvé aussi, c'est que en autisme, au 9e congrès de médecine internationale, médecine environnementale, il y a 9 ans où j'étais aussi, où j'ai expliqué un des possibles mécanismes de l'électro-hypersensibilité. Il y a une pédiatre de Barcelone qui est spécialisée dans la prise en charge des enfants autistes qui nous a montré une courbe où en fait la courbe de développement de l'autiste suivait la courbe de développement des antennes de téléphonie. Ouais, c'est dingue ça. Et quelles seraient les mesures de protection? Je voudrais juste rajouter un élément. Le professeur Martin Pal, la référence mondiale, dans une publication très structurée de 2024, explique comment les altérations subies durant la grossesse, on est toujours dans le même problème. Ce qui se passe pendant la grossesse va avoir des répercussions sur toute la vie de l'enfant. Donc, favoriser l'autisme, parce qu'en fait, ce blocage du calcium à l'intérieur des neurones empêche les connexions de se faire. Il y a un câblage du cerveau qui se fait différemment. Et pour finir, cher professeur, j'aimerais qu'on évoque les solutions possibles. Pas rester sur une note négative. Moi, j'ai rejoint Como System, qui à l'époque s'appelait Technolab, en 1992, quand j'ai trouvé la solution à mon problème d'électro-hypersensibilité qui s'est arrêté à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'achat de mon premier ordinateur 286 IBM, je plantais l'ordinateur. C'est une particularité des gens qui sont des hypersensibles. Ils se sentent agressés par l'électronique et ils agressent l'électronique. Et j'ai commencé à avoir des poussées d'hypertension et un eczéma de la face, du visage. D'accord, donc vous avez évoqué Como System et on peut retrouver des solutions sur le site cem-vivant.com. Il y a surtout les publications qui expliquent en fait, notre but, ça n'a pas été de faire des mesures parce que ça sert à rien. Un téléphone, aujourd'hui, c'est entre 100 et 100 millions, en gros 100 millions de fois la puissance d'émission d'un cerveau humain. Donc notre choix, ça a été d'aller chercher de voir sur le vivant, c'est-à-dire animaux, etc., et certaines expériences humaines,
pour vous montrer que nous avions une solution qui était efficace. Merci beaucoup, Dr Paya, pour la qualité de vos éclaircissements. L'émission passe tellement vite. On peut vous retrouver sur énormément de vos conférences à travers YouTube et les solutions que vous avez évoquées sur le site cem-vivant.com. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio, évidemment. En attendant, restez en forme. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par cem-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.